Enregistrement de la session pour ceux qui auraient quand même des problèmes. Il y a encore quelques retardataires que j'accepte. Voilà. Est-ce que vous voyez le document partagé? Très bien. Donc, je vais prendre ma tablette graphique pour pouvoir annoter tout ça. Il ne nous reste pas énormément de choses à faire dans ce chapitre. Quelques démonstrations faciles et comprendre les 2-3 notions dont il est question, mais rien de bien méchant. Et puis surtout faire des exercices derrière. Alors, j'aurai quelques petites choses. Bon, voilà, on va commencer. Donc, on s'était arrêté sur la partie groupe monogène, groupe cyclique, en définissant un groupe monogène, c'est-à-dire un groupe engendré par un seul élément. Être engendré par un élément, ça veut dire que les éléments de ce groupe sont les composés de cet élément avec lui-même ou avec son inverse, ce qui, au final, revient à prendre les A puissance K pour K dans Z. Et en notation additive, ce qui est important pour nous, puisque dans Z sur NZ, on sera en notation additive, cela revient à prendre les multiples entiers de K, l'ensemble des K fois A pour K dans Z. Et on avait défini ensuite la notion de groupe monogène engendré par un élément et de groupe cyclique engendré par un élément et fini. Anthony qui arrive, 40 participants, on commence à être bon. On avait dit que UN était engendré par exponentielle 2i pi sur n, puisqu'on sait que les racines énièmes de l'unité sont les exponentielles 2i k pi sur n pour k dans Z. Ah, vous n'entendez pas? Il y en a qui entendent? Ah. Bon, alors c'est étrange. Ok, bon, j'espère que les problèmes de son vont se résoudre. Et donc, on avait démontré que Z sur NZ était un groupe cyclique et on en était à déterminer les générateurs. Alors, pour dire que Z sur NZ, j'ai perdu mon pointeur. Pour dire que Z sur NZ était un groupe cyclique, on a dû dire que Z sur NZ était le groupe engendré par 1, c'est-à-dire l'ensemble des K fois la classe de 1 pour K dans Z. Et si on veut trouver tous les générateurs, on peut procéder par analyse-synthèse. Si Z sur NZ est le groupe engendré par K, alors quelque chose d'intéressant, c'est de se dire que nécessairement 1 lui-même est dans le groupe engendré par K, donc on a un L appartenant à Z, tel que la classe de 1 soit égale à L fois la classe de K, autrement dit, soit égale à la classe de LK. Autrement dit que LK soit congru à 1, ou même, c'est même encore plus simple de le garder dans l'autre sens, 1 congru à LK modulo N.
Ça signifie que on a U appartenant à Z, tel que 1 égale à LK plus NU. Et avec Bézout, on obtient bien que nécessairement K est premier avec N. Amaury nous dit, regardez en haut à gauche, il y a un bouclier vert, puis paramètres audio, vous pouvez choisir sortie audio. Oui. Ah, voici Lucie. Voilà pour le premier sens. Et ensuite, réciproquement, j'ai encore perdu mon pointeur. Réciproquement, il faut montrer que si K est premier avec N, alors Z sur NZ est le groupe engendré par K, c'est-à-dire L ensemble des L fois K. Pour L dans Z, je rappelle que c'est un groupe additif, donc à la place de puissance, on a des multiples. Et pour cela, il suffit de réutiliser Bézout, enfin cette fois la relation de Bézout plutôt que le théorème. On a des entiers U et V appartenant à Z, tels que KU plus NV soit égal à 1. Et donc maintenant, si je prends un A quelconque dans Z, je multiplie cette relation par A, j'obtiens A égale à AKU plus ANV. NVA, c'est pareil. Et je réduis modulo N. Et modulo N, je vais obtenir AKU. Alors ça, j'aurais peut-être meilleur compte à le réécrire. AU fois K. Modulo N. Et je vais accepter Pierre-Louis. Tac. Et ça me dit que la classe de A est égale à la classe de AUK, autrement dit, est égale à LK, avec L égale AU, appartenant à Z, ce qui me dit que ma classe de A appartient à groupe engendré par K. J'ai bien que si K est premier avec N, Z sur NZ est le groupe engendré par K. Ce qui termine la démonstration. Sans le moindre problème. Alors en fait, on va voir dans la suite que ces K éléments primitifs, comme on dit, qui engendrent Z sur NZ, ont une autre particularité, c'est que ça va être exactement les éléments inversibles pour la loi multiplicative qu'on n'a pas encore définie sur notre ensemble Z sur NZ et qui va lui conférer une structure de groupe, d'anneau mieux que structure de groupe. Alors justement, ce vocable de primitif, on l'a pour les générateurs de UN, exactement de la même manière. Avec Bézout, on peut démontrer que les générateurs de UN, évidemment pour UN, on a un groupe multiplicatif cette fois, c'est UN fois, sont les exponentielles 2i pi sur n avec k premier avec n, on appelle ça des racines primitives énième de l'unité. Soit on fait exactement la même démonstration et on obtient que les générateurs sont des exponentielles de zi pi sur n avec k premier avec n, soit on invoque notre isomorphisme de groupe, ce qui nous donne directement le résultat. On avait dit que Z sur NZ, muni de la loi plus, était isomorphe à UN, muni de la loi fois, via un isomorphisme qui ressemblait à ça, à la classe de K modulo N. On associait exponentielle de zi pi sur n après avoir vérifié que ça ne posait pas de problème de définition, à savoir que si on change K en un élément congru à K modulo N, on ne change pas l'exponentielle de zi pi sur n.
Et donc, l'isomorphisme, il est très facile de vérifier que ça envoie un générateur sur un générateur et réciproquement. Pour la réciproque, on a besoin de iso. Et pour le sens direct, on a juste besoin de morphisme. Un petit exemple, je dis à observer sur un dessin les générateurs de Z sur 6Z avec les détails de la génération pour n égale 5. Donc, les générateurs de Z sur 6Z, d'après ce qui précède, ce sont très exactement les nombres premiers avec 6. Alors, on va se restreindre à ceux entre 0 et 5. Et donc, 1 est premier avec 6, 2 ne l'est pas, 3 ne l'est pas, 4 ne l'est pas, 5 est premier avec 6, et 6 qui est égal à 0 ne l'est pas. Donc, finalement, on a deux générateurs dans Z sur 6Z qui sont 1 et 5. Et on peut représenter ça sur un dessin. Une petite roue. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc Z sur 6Z. Aïe, 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 j'arrive pas à enlever cet outil d'ellipse. Comment ça se fait? Est-ce que je pourrais avoir un crayon normal, s'il vous plaît? Bon, ça ne veut pas. Hop. Donc, Z sur 6Z, allons-y. On représente ça exactement comme les racines sixièmes de l'unité U6. Et donc, je vais avoir ma classe de 0, ma classe de 1, ma classe de 2, ma classe de 3, ma classe de 4 et ma classe de 5 ici. Et ensuite, évidemment, ça cycle. Et donc, si je choisis comme générateur 5, je dois pouvoir retrouver tous mes éléments de Z sur 6Z à partir de 5. Et effectivement, à partir de 5, je peux regarder 5 fois 2, donc 5 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui va me donner 4. C'est aussi que 5 fois 2 égale 10, qui est égal à 4 modulo 6. Donc 2 fois 5 est ici. Et je rajoute 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je tombe là. Donc ça, c'est 3 fois la classe de 5. Et je rajoute 5, et je tombe là. Et je suis en train de parcourir, en fait, mes éléments à l'envers. Pourquoi est-ce que c'est absolument pas surprenant que je parcours mes éléments à l'envers? Alors, ce que je ne sais pas, c'est comment est-ce que je vois si vous voulez prendre la parole là-dedans. Il doit y avoir une option pour lever la main aussi, il me semble. Mais je ne le vois pas. Bon. En tout cas, vous pouvez répondre dans le chat à mes questions. Dans réaction, nous dit Mariette. Dans réaction, nous dit Mariette. Ah, réaction. OK, levez la main. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas surprenant qu'on parcourt les éléments de Z sur 6Z à l'envers? La réponse, elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est que 5 dans Z sur 6Z? Eh bien oui, c'est moins 1, et donc c'est pour ça qu'on parcourt moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 à l'envers. Et évidemment, si on avait pris comme générateur 1 et qu'on avait fait le même travail, on aurait parcouru à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5.
Bon. Alors, petite remarque sur le fait que les autres ne soient pas générateurs. Si je choisis, par exemple, au hasard, l'élément 2, qui n'est pas générateur, qu'est-ce qui se passe quand je regarde le groupe engendré par 2, c'est-à-dire les multiples de 2 modulo 6, eh bien, on obtient 2 fois 2 égale 4, 2 fois 3 égale 6, et on va boucler comme ça sans atteindre les éléments 1, 3, 5. Si on regarde un autre élément qui n'est pas générateur 3, et qu'on regarde le groupe engendré par 3, on va obtenir 3 fois 2, 6, et ensuite 3, et ensuite 0, et ensuite 3, et ensuite 0. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste 4. Si on regarde 4, qui n'est pas non plus générateur, le groupe engendré par 4, on va obtenir... Je perds mon pointeur à chaque fois. Bon, je ne sais pas où je suis, si je suis là. On va obtenir 4, puis 4 plus 5. Tiens, voilà Thomas Gabriel que j'accepte. Puis 4 plus 5 qui va nous donner 4 plus 6, pardon, qui va nous donner c'est pas 4 plus 6 que je veux, c'est 4 fois 2, 4 fois 2, 8, qui va nous donner 2 modulo 6, puis 4 fois 3, qui va nous donner 0 modulo 6, et on va retrouver le même groupe engendré par 4, qui était le groupe engendré par 2, constitué des éléments 0, 2 et 4. Et donc, les seuls générateurs sont bien, effectivement, comme prévu, 1 et 5. Alors, le fait qu'on ne passe pas par tous les éléments en prenant 2, 3 ou 4 permet de faire aussi la transition avec la notion d'ordre d'un élément dans un groupe, qui est la partie suivante. On se donne G étoile, un groupe d'éléments neutres E, et on définit l'ordre d'un élément dans un groupe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple avec les permutations. On dit que A appartenant à G est d'ordre fini lorsqu'il existe un cas dans N étoiles tel que A puissance K égale l'élément neutre, et le plus petit entier naturel non nul pour lequel c'est vrai, on va appeler ça l'ordre de A. K dans N étoiles, puisque évidemment K égale à 0 est toujours solution, mais n'est pas intéressant. Et donc, on veut qu'il y ait un plus petit entier non nul. Et la remarque intéressante qui fait que tout ce qui suit fonctionne bien est la suivante. L'application F qui va de Z dans G et qui a K associé à puissance K est un morphisme de groupe dont le noyau est très intéressant. Alors déjà, pour réviser, morphisme de groupe, je vais reprendre une couleur descente. Voilà. Morphisme de groupe, il est évident que la loi de groupe au départ est la loi plus et que la loi de groupe à l'arrivée est la loi de mon groupe G. Et morphisme de groupe, je rappelle que ça signifie simplement que f de k plus L est égal à f de k plus L. Et ça, c'est parce que c'est bien sûr a puissance k plus L qui vaut a puissance k étoile a puissance L. Donc, c'est bien f de k étoile, loi à l'arrivée, f de L. Donc, c'est bien un morphisme de groupe et on sait que le noyau d'un morphisme de groupe est de la forme est un sous-groupe du départ, donc un sous-groupe de Z. Et qu'est-ce que c'est que ker F ici? Par définition, c'est très exactement l'ensemble des entiers K tels que F de K, c'est-à-dire A puissance K, est égal à l'élément neutre à l'arrivée, c'est-à-dire l'élément neutre de notre groupe. Donc, c'est très exactement ce qui nous intéresse, les puissances de K qui vont donner l'élément neutre. On sait que les sous-groupes de Z sont de la forme MZ pour M dans grand N, et ça va nous permettre de discuter de l'ordre d'un élément suivant deux cas possibles. Alors, je rappelle aussi, révision, que le M en question, il est égal à 0. Alors,
je vais peut-être donner un nom à mon sous-groupe pour que ce soit bien clair. H égale KRF. C'est un sous-groupe de Z+. Et donc, H s'écrit MZ, ça c'était notre propriété de début d'année, avec M égale 0 si H égale singleton 0, et M égale au minimum de H inter N étoiles, sinon. Voilà ce qu'on avait vu, ce qu'on avait dit. Et donc, finalement, il y a deux cas possibles. Soit H égale à 0, ce qui revient à dire que M est égal à 0, et alors il n'y a pas de puissance de A non nulle qui redonne l'élément neutre. Et dans ce cas-là, on dit, alors d'ailleurs, il y a un S en trop, évidemment. On va enlever ça. On dit que A n'est pas d'ordre fini, sa seule puissance égale à E est A puissance 0, fermez la parenthèse. Soit M n'est pas nul, donc strictement positif, et alors, comme je viens de l'écrire à droite, M est le plus petit élément strictement positif du noyau, et ça, par définition, eh bien, c'est l'ordre. L'ordre de A dans G. Un petit dessin pour observer ça de nouveau. Donc, toujours dans Z sur 6Z, on reprend notre petite roue. Et donc, observer que 5 est d'ordre 6, c'est observer que les puissances de 5, c'est-à-dire plutôt ici les multiples de 5, puisqu'on a une loi additive, sont de nouveau comme tout à l'heure, classe de 5, puis classe de 4, puis classe de 3, puis classe de 2, puis classe de 1, puis classe de 6, c'est-à-dire classe de 0. Et ça, c'est 6 fois classe de 5, et c'est la première fois qu'on retombe sur l'élément neutre, c'est-à-dire 0, en partant de 5, et donc on en déduit que 5 est d'ordre 6, ce qui n'est pas surprenant parce que 6, c'est le cardinal de Z sur 6Z, et que 6 est un générateur, comme on va l'expliciter juste après dans une propriété. Et le fait que 2 soit d'ordre 3 vient du fait que, comme tout à l'heure, si on regarde les multiples de 2, on a d'abord 2 égale à 1 fois 2, ensuite 4 égale à 2 fois 2, et ensuite 0 qui est égal à 3 fois 2. Et c'est donc la première fois qu'on retombe sur l'élément neutre en partant de 2. Donc on obtient bien que 2 est d'ordre 3 en regardant directement ce qui se passe sur cette roue. Sans problème. Et donc, la petite propriété dont je parlais, surtout, vous m'interrompez et vous me posez des questions si vous en avez. Et si vous avez des problèmes techniques aussi, parce que je parle un peu dans le vide. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. J'espère quand même. Bon, pas de réaction, visiblement non. Ou alors, tout le monde est parti déjà. Ah si, c'est bon. Ensuite, propriété. Si A est un élément de G d'ordre fini M, alors A puissance K égale à E si et seulement si K appartient à MZ, c'est-à-dire K divise, alors non pas, vous rectifierez N, mais M. Et le sous-groupe engendré par A est l'ensemble des A puissance K pour K entre 0 et M moins 1 au lieu de Z. Et son cardinal est M. Ça nous rappelle exactement les racines énièmes de l'unité. Au lieu de prendre K dans Z, on se restreint à K dans 0, M moins 1, et on a exactement M éléments. Et évidemment, ça n'est pas un hasard. Alors en fait, il n'y a quasiment rien à faire ici. Le premier point, le fait que les puissances de A soient exactement les multiples de M, correspond très exactement à ce qu'on a écrit ici, le noyau de ce F et de la forme MZ.
Ah, ce n'est pas M divise K, c'est K est un multiple de M, ce qui revient à dire que M divise K et non pas K divise M. Effectivement, c'est dans l'autre sens. Merci Patrick. Et donc, ce premier point, ça provient du fait que ker F, qui est l'ensemble des K appartenant à Z, tels que A puissance K égale E, est égal à MZ, où M est l'ordre de petit a. Directement, c'est tout. Et ensuite, pour dire que le sous-groupe engendré par A, c'est exactement les A puissance K pour K entre 0 et M-1, il suffit, pour se ramener d'un K dans Z à un élément de 0 et M-1, de poser une division euclidienne de M de K par petit m. On a un élément d'ordre fini, donc M est dans n étoiles. Et donc, on écrit K sous la forme MQ plus R, avec R entre 0 et M-1. Ce qui nous donne un A puissance K qui va se réécrire A puissance MQ plus R et qu'on va avantageusement voir comme A puissance M puissance Q fois A puissance R. Par définition de l'ordre, A puissance M, c'est l'élément neutre, et donc il reste seulement A puissance R, ce qui permet de dire que le sous-groupe engendré par A est inclus dans l'ensemble des A puissance R pour R dans 0M-1, et la réciproque est évidente. Donc on a bien égalité finalement. Alors ce n'est pas tout à fait fini, parce que ce n'est pas parce qu'on a cette égalité que le cardinal du sous-groupe engendré par A est égal à M. Il faut s'assurer que les éléments là-dedans sont distincts. Donc, on en prend deux, avec K et L dans 0M-1, tel que A puissance K égale à A puissance L. Normalement, c'est exactement ce que vous avez dû faire en début de sup pour les racines énièmes de l'unité, avec exponentielle 2i sur n à la place de A, tout simplement. Si A puissance K égale à puissance L, on va avoir nécessairement K égale à L, ce qui va faire que les éléments… Alors, avec K différent de L, non, pas avec K différent de L, je n'ai pas besoin de raisonner par l'absurde, pardon. On va obtenir directement que K égale à L, ce qui nous permettra de justifier qu'ils sont 2 à 2 distincts dans cet ensemble et qu'il y en a donc exactement M. Quel argument, à votre avis, permet de… non, ce n'est pas une histoire d'isomorphisme ici. On peut avoir A puissance K égale à puissance L en général. Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est A puissance K égale à puissance L avec K et L entre 0 et M-1. Alors effectivement, comme Axel le dit, on peut réécrire ça A puissance K-L égale à E. Alors si, ce que je peux peut-être faire, c'est supposer que K est… alors, je vais prendre l'inverse. K est supérieur ou égal à L, sans perte de généralité. Et donc, tout ça étant entre 0 et M-1. Je réécris ça A puissance K-L égale à E. Et alors, pourquoi est-ce que ça implique nécessairement K égale L? Eh bien, il suffit de voir ce que vérifie K-L. Il y a une première chose que vérifie K-L, c'est que c'est positif.
Et la deuxième chose que vérifie K-L, ah oui, on pourrait dire K-L est un multiple de M. Effectivement, on pourrait conclure comme ça, mais encore plus simplement, K-L eh bien, va être inférieur ou égal à M-1. Et M est la plus petite puissance non nulle de A égale à E. Donc, nécessairement, K-L est égal à 0. Mais c'est vrai qu'en disant que K-L est un multiple de M et qu'il est entre 0 et M-1, ça permet de conclure directement aussi. Tout à fait. Donc, les éléments sont 2 à 2 distincts et le cardinal du groupe engendré par A est bien le nombre d'entiers entre 0 et M-1, c'est-à-dire M. Et alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne un moyen de déterminer ce cardinal. Il suffit de déterminer cet ordre. Il suffit aussi de trouver le nombre d'éléments dans le sous-groupe engendré par A. Voilà pour cette petite démonstration. Tout le monde aura bien rectifié l'énoncé. Ce n'est pas K divise M. Déjà, c'était K divise N, mais K multiple de M, c'est-à-dire M divise K. Ensuite, une propriété qui ne va pas être compliquée du tout à démontrer. Tout groupe monogène infini est isomorphe à Z+, et tout groupe monogène fini, c'est-à-dire cyclique, de cardinal n est isomorphe à Z sur NZ+. Donc, en étudiant Z et les Z sur NZ, on a un catalogue de tous les sous-groupes monogènes possibles à isomorphisme près. J'ajoute que être isomorphe à Z sur NZ+, ça revient très exactement à être isomorphe à UN fois. Ah, vous ne voyez plus l'écran. Pourtant, vous êtes censé le voir, alors je vais le repartager. Bon, alors j'espère que... Ah non, ce que vous voulez peut-être... Ok, pour la démonstration. Vous vouliez que je remonte. Ok. Alors, je vais juste descendre comme ça. Oui, donc je disais être isomorphe à Z sur NZ+, revient très exactement à être isomorphe à UN fois. On a tendance à peut-être voir les choses plus simplement avec les racines énièmes de l'unité, quoique c'est une question d'habitude, plutôt que les entiers modulo n, donc au choix Z sur NZ+, ou UN fois, ça ne change rien. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on est soit isomorphe à Z, soit isomorphe à Z sur NZ? Eh bien, la réponse est toujours avec le même morphisme, en fait. Dans le premier cas, monogène infini, on a donc monogène, ça veut dire engendré par un élément, et infini. Dans ce cas-là, on a envie de prendre comme morphisme qui va être un isomorphisme l'application F, je remonte un petit peu, j'espère que c'est bon, qui va de Z dans G et qui naturellement a un entier K associé à puissance K. Alors on a dit que dans ce cas-là, ker de F, c'était singleton 0, puisque A n'est pas d'ordre fini, puisque le groupe lui-même n'est pas fini. Et donc, ça veut dire que, alors déjà, on a bien un morphisme de groupe, ça, on a l'habitude. Ça veut dire que F est injectif. Et comme G est égal au groupe engendré par A, on a bien la surjectivité aussi. En effet, pour tout élément de G, il existe un K dans Z.
tel que cet élément s'écrit A puissance K. Donc, on a bien un isomorphisme. Il est toujours implicite là-dedans que la loi de groupe au départ pour Z, c'est plus, et la loi de groupe à l'arrivée pour G, c'est sa loi étoile. Hugo tente de se reconnecter sans succès. Est-ce que j'ai une demande de quelque chose là? Non. Alors, si même avec Zoom, on n'y arrive pas, c'est embêtant. J'ai lancé un enregistrement de la séance. Ah, Hugo Mercier, voilà. Il devrait revenir parmi nous, notre ami Hugo. Bon, donc, si G est infini, on a bien un isomorphisme avec Z+, donc G est isomorphe à Z+. Deuxième cas, le cas où G est fini. Si G est fini, donc G est monogène engendré par A et son cardinal est petit n. Dans ce cas-là, on va démontrer que G est isomorphe à Z sur NZ et comme d'habitude, on va prendre un morphisme qui, naturellement, a classe de K dans Z sur NZ, associe A puissance K dans G. De nouveau, il faut vérifier que c'est bien défini, c'est-à-dire que A puissance K ne dépend pas de la classe de K modulo, enfin ne dépend pas du représentant de classe de K. Et c'est exactement la même chose qu'avec nos racines aniennes de l'unité. À la place de A de exponentielle 2i pi sur n, on a un petit a qui vérifie lui aussi A puissance n égale E, parce qu'on sait que dans ce cas-là, le cardinal du groupe engendré par A est exactement l'ordre de l'élément. Donc n, c'est l'ordre de A. Et en particulier, on a A puissance n qui est égal à E. Donc, ça, ce sera bien défini à condition que si on a un autre représentant de classe de K modulo n, c'est-à-dire un L congru à K modulo n, on a alors un U appartenant à Z tel que K s'écrive L plus N fois U. Et donc, A puissance K égale A puissance L étoile A puissance N puissance U. Et donc ça nous fait du A puissance L. Donc ça garantit la bonne définition de F. Ensuite, F est un morphisme de groupe. De nouveau, ça ne pose pas de problème. Décidément, Hugo a des problèmes, lui, avec sa connexion. J'espère que ça va aller cette fois. En prenant la loi plus au départ et la loi de groupe à l'arrivée, c'est exactement comme avec Z sur NZ. Et le côté isomorphisme, alors là, ce qui est sympathique, c'est qu'on a juste à montrer l'injectivité ou la surjectivité au choix. Et par exemple, pour l'injectivité, de nouveau, on s'intéresse à ker F. Et ker F, c'est l'ensemble des classes de K telles que A puissance K égale à E. Et on sait que A puissance K égale à E, ça va arriver lorsque n va diviser K, puisque n est l'ordre de A. Et l'ensemble des classes de K pour lesquelles n divise K dans Z sur NZ, c'est évidemment la classe de 0. Donc, c'est bien injectif. Pourquoi est-ce qu'on est très content et que ça nous suffit? Eh bien, parce qu'on a le même cardinal au départ et à l'arrivée. Et donc, injectivité suffit à avoir la bijectivité. F est un
morphisme, un isomorphisme de groupe. Et ça termine la démonstration. Un groupe monogène est donc soit isomorphe à Z+, c'est le cas où il est infini, soit isomorphe à Z sur NZ+, où UN fois, c'est pareil, c'est le cas où il est fini de cardinal N. Alors, je remonte un petit peu, j'espère que c'est bon pour tout le monde. J'ai l'impression que ça ne fait pas trop de mal de faire ces révisions sur les structures de groupe. On va reparler d'anneaux derrière, ce qui permettra d'avoir de bons souvenirs de tout ça. J'enchaîne ensuite avec un résultat hors programme, mais tellement classique et qu'on a vu en TD en début d'année, qui est toujours hors programme, mais que je rappelle, qui s'appelle le théorème de Lagrange, et qui dit que dans un groupe fini, si H est un sous-groupe, alors son cardinal divise celui de G. Théorème de Lagrange. Et je ne sais pas si vous avez des souvenirs de la démonstration de ce théorème. Pour démontrer ce théorème, on passait par une relation d'équivalence dont toutes les classes d'équivalence avaient le même cardinal, et ce cardinal était celui du sous-groupe H, ce qui permettait de conclure. Démonstration très rapide et très facile, que je rappelle donc juste en dessous. La relation d'équivalence, c'est x, r, y, si et seulement si x-1 étoile y appartient à h. X-1 étoile y appartient à h, ça serait écrit y appartient à xh. Xh, c'est l'ensemble des x étoile h pour h dans grand H. Eh bien, on vérifie très facilement que c'est une relation d'équivalence. C'est une relation réflexive parce que x-1 étoile x, c'est l'élément neutre qui est bien dans le sous-groupe H. C'est une relation qui est symétrique parce que pour passer de x-1 étoile y à y-1 étoile x, il suffit de prendre l'inverse. Et H est stable par inverse en tant que sous-groupe. Et c'est une relation qui est transitive, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Et ça vient de la stabilité de H par la loi étoile. Une fois qu'on a démontré que c'était une relation d'équivalence, on s'intéresse aux classes d'équivalence, c'est-à-dire en fait les XH, comme noté juste au-dessus, et on vérifie sans aucun mal, en trouvant par exemple une petite bijection, que XH a le même cardinal que H. Cette bijection, c'est une translation, c'est-à-dire la fonction qui a H associe X étoile H. Ça pose strictement aucun problème. Et ensuite, on utilise le résultat classique et au programme, lui, que les classes d'équivalence pour une relation d'équivalence forment toujours une partition de l'ensemble, ce qui nous dit que la somme des cardinaux des classes d'équivalence égale le cardinal de H. Et comme toutes les classes ont même cardinal, celui de H, on a bien que cardinal de G égale à quelque chose fois cardinal de H, le quelque chose étant le nombre de classes. Et ça, c'est cardinal de H divise cardinal de G. Donc, je répète, le résultat en lui-même, il est hors programme, mais c'est super classique. Et si je le rappelle ici, c'est parce qu'on va, on va l'utiliser dans un morceau de démonstration qui n'est pas tout à fait au programme. Dans le résultat juste après, la version au programme est un cas particulier dans le cas commutatif pour lequel il n'y a pas besoin du théorème de Lagrange. Mais c'était l'occasion de reparler de ce théorème. C'est super classique, ça peut tomber à l'écrit. Il faut savoir faire. Et donc, la propriété en question est la suivante. Si G étoile est un groupe fini de neutre E, premièrement, tous les éléments de G sont automatiquement d'ordre fini. Deuxième élément, l'ordre de tout élément divise le cardinal de G. Ça donne une information sur l'ordre intéressante. Et troisièmement, qui est un corollaire, pour tout A dans G, A exposant le cardinal de G est égal à E,
puisqu'on sait que les puissances de A qui vont donner E sont exactement les multiples de l'ordre. Et comme on a dit dans le 2 que l'ordre divisait le cardinal de G, ça va nous donner automatiquement le 3. Donc, vérifions ça. Le cadre de démonstration est sur l'autre page. Donc, je vais commencer ça ici. Vérifions ça directement. Hugo Mercier qui décidément a des problèmes. Premièrement, pourquoi est-ce que dans un groupe fini, tout élément est d'ordre fini? Pour dire que tout élément est d'ordre fini, il suffit de dire que on peut trouver au moins une puissance entière naturelle non nulle de l'élément en question qui est égal à E. Donc, je me donne un A appartenant à G. Je dis que le sous-groupe engendré par A, c'est l'ensemble des K appartenant à Z, pardon, l'ensemble des A puissance K pour K appartenant à Z plutôt. Et que c'est un sous-groupe de Z, que je dis n'importe quoi, que c'est un sous-groupe de G. Et donc, il est nécessairement fini puisque G est fini. Ça veut dire qu'on a K et L appartenant à Z tel que A puissance K égale A puissance L. Et avec K et L distincts, je peux même sans problème supposer K strictement plus petit que L. Et donc, écrire que A puissance L moins K est égal à E. Avec L moins K appartenant à N étoiles, ce qui suffit à dire que A est d'ordre fini. Il y a au moins une puissance entière naturelle non nulle de A égale A l'élément neutre. Deuxièmement, l'ordre de tout élément de G divise le cardinal de G. C'est évident avec le théorème de Lagrange. C'est évident parce que l'ordre de A, on a dit dans la propriété précédente que c'était le cardinal de sous-groupe engendré par A. Par théorème de Lagrange, le cardinal de ce sous-groupe engendré par A va diviser celui de G. Et donc l'ordre de A divise l'ordre de G. Donc, le problème, c'est que le théorème de Lagrange est hors programme. Et donc, le programme spécifie que la seule démonstration exigible de ce résultat, c'est le cas commutatif. Et c'est intéressant parce que c'est une petite manipulation courante au programme, le cas commutatif, qui consiste à s'intéresser astucieusement au produit de tous les éléments de G. On considère le produit pour X appartenant à G des X. On va appeler ça P. Alors, ça a un sens, ce produit, d'une part parce que la loi étoile est associative, ça c'est la condition qui nous permet d'utiliser ce genre de notation, parce qu'a priori, dans cette notation, on ne sait pas trop dans quel ordre il faut faire les produits.
Et d'autre part, ça a un sens aussi parce que la loi est commutative, parce qu'on n'a pas donné d'ordre sur les éléments de G. Donc, a priori, si on utilise cette notation, on ne sait pas trop dans quel ordre il faut les multiplier. Donc, la commutativité fait que finalement, ce n'est pas grave, peu importe l'ordre. Et l'idée, c'est de faire un changement d'indice grâce à la bijection qui va de G dans G, c'est-à-dire la permutation des éléments de G, et qui à X associe A étoile X. Ça, c'est une bijection comme dans le théorème de Lagrange, enfin sa démonstration. C'est facile de voir que c'est une bijection parce que je peux exhiber une réciproque, c'est-à-dire une application telle qu'en composant à gauche et à droite par la première, ça donne l'identité. Et effectivement, ça va être le cas avec la fonction qui a x associée à -1 étoile x. Bon, c'est ce qu'on appelle une translation très classique dans les groupes. Et en tout cas, le fait que ce soit une bijection, eh bien, ça m'autorise à en faire un changement d'indice. Et grâce à ce changement d'indice, on va obtenir que notre produit P est aussi le produit des A étoile x pour x dans G. Et ce produit des A étoile x pour x dans G, toujours par associativité et commutativité de la loi, on va pouvoir le réécrire. Je peux voir ça comme si c'était un produit de nombres réels ou complexes. Je vais avoir des A qui vont se mettre en facteur pour chaque terme du produit, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a d'éléments dans G. Et il va me rester derrière un produit pour x appartenant à G des A étoile x. Produit pour x appartenant à G des x, oui. Autrement dit… Bonjour. Bonjour. Je crois que j'avais levé la main, je ne sais pas si vous l'avez eu. Ah oui, c'est Clément, c'est ça? Oui, c'est ça, excusez-moi de vous avoir coupé. Et donc, je vous écoute. Ouais, j'aurais une question, c'est juste pour le petit 1 de la démonstration. Je ne vois pas pourquoi on écrit A puissance K égale à A puissance L. On veut montrer que… le groupe est d'ordre fini et on sait que le sous-groupe engendré par A est fini. Et le fait qu'il soit fini et que Z, lui, soit infini, ça va nous imposer que nécessairement, en prenant tous les A puissance K pour K dans Z, il y a bien un moment ou un autre où on va trouver deux éléments égaux. Sinon, le sous-groupe engendré par A ne serait pas fini. D'accord, ok. Et ça nous permet d'obtenir que c'est d'ordre fini. Ça marche, merci. Je vous en prie. Et donc, oui, alors il faut que je dois pouvoir activer des notifications sonores quand quelqu'un lève la main, mais il faudrait que j'aille fouiller dans les préférences. Je ferai ça plus tard. Bon, donc qu'est-ce qu'on obtient au final avec notre produit de tous les éléments de G? On obtient A puissance le cardinal de G étoile P. Il reste juste à invoquer le fait que P est régulier. Je rappelle que dans un groupe, tous les éléments sont réguliers, que régulier, ça signifie qu'on peut simplifier par P. Régulier à droite, on peut simplifier par la droite. Régulier à gauche, on peut simplifier par la gauche. Et que pour être régulier, il suffit d'être inversible. Et c'est le cas dans un groupe pour tout le monde. Et comme P est inversible, il suffit que je multiplie ici à droite par l'inverse de P. De toute manière, c'est commutatif. Donc gauche ou droite, ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, je peux simplifier par P finalement, et il me reste A puissance cardinale de G égale E. Et ça signifie que l'ordre de A divise le cardinal de G. Voilà la démonstration au programme dans le cas commutatif. Mais je répète qu'avec le théorème de Lagrange, en fait, on a directement le cas général, le théorème, lui, étant hors programme. Il reste à dire que 3 est une conséquence de 2.
comme on l'a dit oralement, le fait que l'ordre de A divise le cardinal de G permet de conclure directement que A puissance cardinale de G égale E. Et en plus, dans notre démonstration, c'est ce qu'on avait obtenu directement dans le cas commutatif. Amaury, j'ai compris le changement d'indice, mais pourquoi le produit des X égale le produit des AX? Et bien ça, c'est notre changement d'indice, justement. On dit que multiplier en prenant comme indice les X dans G revient exactement à multiplier en prenant comme indice des Y qui s'écriraient A étoile X pour X dans G. C'est notre bijection exactement. Bon, voilà les seules choses qui sont au programme sur les groupes monogènes et les groupes cycliques. Donc, très peu de choses. Ordre d'un élément dans un groupe. On a sans doute déjà rencontré ça avec les permutations en étudiant le groupe symétrique en première année. On généralise ça à n'importe quel groupe et rien d'extraordinaire là-dedans. Hein, ce n'est pas difficile. Vous connaissez les 2-3 petites propriétés. Et vous avez vu les démonstrations, elles ne sont pas difficiles. On peut passer maintenant à la structure d'anneau 2Z sur NZ, qui terminera ce chapitre. Et là, ça va aller très vite aussi. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je continue. Grand 4, l'anneau Z sur NZ. Alors, je vais faire 10 secondes de pause pour aller boire un coup, parce que ça assèche terriblement la bouche de parler comme ça à son micro. Allez, 30 secondes de pause. Allez, je suis de retour. On continue donc sur la structure d'anneau 2Z sur NZ. On avait une loi plus, il nous faut une loi fois. Vous m'entendez? Avant que les gens disent des bêtises sur mon cours dans le chat, c'est bon. On avait une loi plus, il nous faut une loi fois. Pour avoir une loi fois, on a besoin de vérifier que la multiplication des entiers modulo n ne dépend pas du choix des représentants de nouveau. Et ça, c'est dû à la compatibilité de la loi fois avec la congruence modulo n. Comme pour la loi plus, il suffit de se dire que si A est congru à C modulo n et B congru à D modulo n, alors
AB est congru à CD modulo N, comme on l'a rappelé dans les révisions de MPSI, et vous savez démontrer ça très facilement, soit en passant par les divisions, soit en revenant à des entiers K et L, etc. Et ça, c'est la garantie que la loi fois a bien un sens pour les entiers modulo N. Donc, si A et B appartiennent à Z, on pose classe de A fois classe de B égale classe de A fois B, ce qui définit une loi de composition interne sur Z sur NZ, une loi fois. Et donc, propriété, ça va conférer la loi plus et la loi fois à Z sur NZ, une structure d'anneau commutatif, ce qui va permettre de faire des calculs de façon assez confortable avec les entiers modulo N. Alors, ça va aller très vite parce qu'il y a une partie du boulot qui a déjà été fait, mais c'est l'occasion de réviser la structure d'anneau et d'anneau commutatif encore plus. C'est quoi un anneau? Déjà, un groupe abélien pour la loi plus, oui. Et ça a donc été vu dans la deuxième partie du cours. Ensuite, la loi fois est une loi de composition interne, c'est précisé juste au-dessus. Elle est associative. Je ne vais pas m'embêter à le faire. Il suffit de faire comme pour la loi plus, c'est-à-dire, si vous vous souvenez, de revenir à la loi correspondante dans Z. Classe de A fois classe de B fois classe de C, c'est en fait la classe de A fois B fois C. On utilise l'associativité du produit dans Z et on revient aux classes et on obtient l'associativité au final. Ce n'est pas du tout un problème. Ensuite, qu'est-ce que vous me dites? Elle doit être distributive sur plus. Là aussi, il suffit de revenir dans Z. Allez, je l'écris, mais en rédigeant très mal. Classe de A fois classe de B plus classe de C, on va obtenir que ça, c'est en fait la classe de A fois B plus C, qui est la classe de AB plus AC, qui est par définition des sommes et produits des classes bien égales à ce qu'on veut, à savoir classe de A, classe de B plus classe de A, classe de C. Et attention, je rappelle que normalement, il faut le montrer dans les deux sens, mais la commutativité qu'on va démontrer juste après fait que un seul sens suffit. Il nous faut un neutre, oui, effectivement. Quel va être le neutre, à votre avis, pour la loi fois sur Z sur NZ? Sans surprise, ça va être classe de 1. On a bien classe de A fois 1 égale à classe de A fois 1 égale à classe de A plus la commutativité, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de vérifier dans l'autre sens. Et justement, la commutativité, de nouveau, c'est comme pour plus, il suffit de repasser au produit des entiers, strictement aucun problème. On a une structure d'anneau commutatif Z sur NZ plus fois. Propriété, le groupe des inversibles de l'anneau Z sur NZ est l'ensemble, comme j'en parlais tout à l'heure, des classes des éléments premiers avec N. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes que les générateurs du groupe additif cyclique Z sur NZ+. Au passage, je rappelle qu'il y a plusieurs notations pour le groupe des inversibles. Soit on le note avec un U comme unité, soit on le note… Alors moi, je n'aime pas trop l'étoile qui peut faire penser à privé de zéro. Donc, je préfère utiliser une petite croix comme ça. Si j'utilise cette notation-là, parfois, ça se note avec une étoile, mais je trouve que c'est inciter à la faute quand même, parce que cet anneau Z sur NZ ne sera pas forcément un corps, et donc Z sur NZ, enfin, les inversibles de Z sur NZ, ce ne seront pas forcément tous les éléments non nuls de Z sur NZ. On sait que ça a une structure de groupe, hein, c'est une propriété générale des groupes, des anneaux, pardon, et c'est un groupe évidemment pour la loi fois et pas pour la loi plus pour les inversibles,
il est évident que ça n'est pas un groupe pour la loi plus, puisque 0, l'élément neutre pour la loi plus, lui-même n'est pas inversible. Et donc, pour démontrer que les inversibles, ce sont exactement les premiers avec n, c'est comme pour les générateurs, en fait, tout provient de Bézout. K est inversible. Si et seulement si, il existe L appartenant à Z tel que classe de K fois classe de L égale 1. Comme c'est commutatif, il suffit de le vérifier dans un seul sens. Égale classe de 1, qui est le neutre pour la loi fois. Si et seulement si, il existe L appartenant à Z tel que KL égale à 1 modulo N. Et c'est là qu'on va retrouver Bézout, puisque c'est équivalent à il existe L et U appartenant à Z tel que KL égale à 1 plus NU. Si et seulement si, il existe L et U appartenant à Z tel que K fois L moins N fois U égale à 1. Et c'est là qu'on reconnaît notre théorème de Bézout. Si et seulement si K et N sont premiers entre eux. C'est terminé. Les inversibles modulo N sont exactement les classes des nombres premiers avec N. Comment est-ce qu'on fait dans la pratique pour calculer l'inverse d'un élément inversible? Ma réponse, soit on trouve de tête l'inverse. Je remarque que K fois machin est égal à 1 modulo N, donc c'est bon, j'ai trouvé mon inverse. Soit ce n'est pas facile à faire de tête, et dans ce cas-là, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide étendu, celui qui permet, en remontant les divisions euclidiennes, de trouver des entiers de Bézout. Et d'après ce qu'on vient de faire dans la démonstration, trouver des entiers de Bézout revient très exactement à trouver l'inverse de notre élément inversible dans Z sur NZ. Exemple pour comprendre comment ça marche et voir que ce n'est pas bien difficile. Les inversibles dans Z sur 12Z sont les classes des éléments premiers avec 12. Alors, je regarde dans Z sur 12Z. Alors, le plus simple, c'est de regarder les éléments symétriquement par rapport à 0, parce que le signe n'influe pas la primalité relative avec n. Je peux rajouter un signe moins devant mon nombre. S'il était premier avec n, il reste premier avec n. Donc, je vais commencer par la classe de 0 et ensuite regarder alternativement des positifs et des négatifs, sachant que le signe n'est pas important. Donc, évidemment, la classe de 0, elle, n'est pas inversible, elle ne sera jamais inversible. La classe de 1 est inversible. Et donc, automatiquement, la classe de moins 1, qui est aussi la classe de 11, va être inversible. Bon, ça se voit parce que 11 et 12 sont premiers entre eux, mais avec moins 1, c'est évident puisque c'est l'opposé de 1, justement. La classe de 2, non. La classe de 3, non. La classe de 4, non. La classe de 5, oui. 5 étant premier avec 12, on va avoir que, si je retrouve mon pointeur, on va avoir que classe de 5 est inversible. Et aussi, automatiquement, classe de moins 5. Et classe de moins 5, c'est en fait classe de 7. La classe de 6 ne l'est pas. Et la classe de 7, en fait, ce n'est pas la peine que je dépasse 6, puisque 6, c'est la moitié de 12 et que j'ai regardé à la fois les positifs et négatifs. Donc, je trouve exactement là-dedans 4 éléments inversibles, 1, moins 1, 5 et moins 5. Que je peux voir aussi comme 1, 5, 7 et 11. Et ensuite, leurs inverses. Pour trouver l'inverse de 1, je cherche avec quoi multiplier 1 pour retrouver 1. Pour le coup, ce n'est pas compliqué. Et c'est toujours comme ça. La classe de 1, son inverse, c'est évidemment lui-même.
La classe de moins 1, je cherche avec quoi le multiplier pour trouver 1. Et là, de nouveau, ce n'est pas compliqué. Il suffit que je l'élève au carré. Donc, l'inverse de moins 1 modulo 12, c'est moins 1. Et de nouveau, ce sera toujours comme ça. Ensuite, 5. Je cherche par quoi je peux multiplier 5 pour trouver 1 modulo 12. Alors, une petite remarque, c'est que nécessairement, son inverse lui-même sera inversible. Donc, ce n'est pas la peine que je teste tous les entiers modulo 12. Il suffit que je teste les inversibles. Et les inversibles, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc, 1 et moins 1, ce n'est pas la peine, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Je peux tester avec 5 lui-même. 5 au carré, ça fait 25. Et 25 modulo 12, eh bien, c'est 1. Donc, j'en déduis que l'inverse de 5 modulo 12, c'est 5 lui-même. Et pour moins 5, c'est pareil, puisque moins 5 au carré, ça fera aussi 1. Donc, l'inverse de moins 5, c'est moins 5. Il se trouve que dans l'exemple qu'on a choisi, z sur 12z, l'inverse de tous les éléments, pour chaque élément inversible a comme inverse lui-même. C'est un cas particulier, ce n'est pas du tout une règle générale, mais dans z sur 12z, c'est ce qui se passe. Et donc, j'ai écrit ce que j'ai dit oralement, l'inverse est à chercher parmi les éléments inversibles. Et donc, voilà de tête comment est-ce qu'on peut très facilement trouver les inverses sans avoir à sortir l'artillerie lourde quand je travaille sur des tout petits groupes comme ici Z sur 12Z. Si je travaille dans un groupe un peu plus gros, comme Z sur 120Z, eh bien là, il va pas falloir, je ne peux plus me contenter de travailler de tête. Ça va être plus compliqué. Pour montrer que déjà 23 est inversible, alors c'est bon, je peux passer? Il n'y a plus personne? Si. OK. Pour montrer déjà que 23 est inversible modulo 120, il suffit de dire que 23 est premier avec 120. Et une bonne raison pour dire que 23 est premier avec 120, c'est de dire que, en fait, une bonne raison pour que 23 soit premier avec 120, c'est de dire que 23 est premier et effectivement Olivier. Donc, c'est sûr, il va être inversible. Par contre, trouver de tête l'inverse de 23 modulo 120, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit algorithme d'Euclide, tranquillement, qu'on va remonter ensuite, classiquement, pour trouver des entiers de Bézout. On avait revu ce genre de choses pour les polynômes en début d'année. On n'a pas refait pour les entiers. Ça ne fait pas de mal. 120 égale 23 fois, allons-y. Combien de fois 23 est-ce que je mets dans 120 ? 5, oui. Ce qui va nous faire 115, donc il va rester 5. Ensuite, 23 égale 5 fois 4 plus 3. 5 égale à 3 fois 2, 3 fois 1 plutôt, plus 2. Et 3 égale à 2 fois 1 plus 1. C'est fini, j'ai mon PGCD et je retrouve bien le fait que 23 et 120 sont premiers entre eux, ce que j'avais déjà parce que j'ai un nombre premier. Et donc après, il faut savoir remonter ces divisions euclidiennes pour trouver les entiers de Bézout. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire. Moi, je fais de la manière suivante. Je numérote mes équations. Je pars de la dernière et je les remonte en supprimant les restes successifs.
qui m'embête pour qu'il ne me reste plus qu'une relation entre 120 et 23. Je commence par me débarrasser du reste égal à 2. Pour me débarrasser du reste égal à 2, à partir de 4. Alors la 4, je la prends une seule fois parce qu'il faut absolument que j'ai ce 1 qui reste intact. Et après, je vais rajouter des coefficients devant les autres équations. Pour me débarrasser de ce 2, je multiplie par moins 1 mon avant-dernière équation, la numéro 3. Et là, ça va bien me débarrasser des 2. Ensuite, je vais me débarrasser des 3. Du 3, j'en ai ici, ici et ici. Exactement, j'en ai moins 1 sur cette ligne-là et plus 1 dans l'autre membre sur cette ligne-là, ce qui fait que j'en ai en fait moins 2 dans mon membre de droite. Et pour les compenser exactement, il va falloir que je multiplie par 2 ma deuxième équation. Et donc, plus 2 fois la deuxième équation. Et là, je suis sûr que j'aurai plus de 3. Ensuite, des 5, j'en ai... Ah oui, alors le curseur jaune, c'est pas malin, on ne le voit pas. Des 5, j'en ai ici, ici et ici. Combien? Là, j'en avais moins 1, ce qui devient plus 1 dans l'autre membre. Et là, 4 fois 2, 8. 8 plus 1, 9. Et donc, il va falloir que je multiplie par moins 1. Là, moins 9, pardon. La première équation pour compenser exactement les 9. J'ai des signes alternés, c'est toujours comme ça. 4 moins 3 plus 2 fois 2 moins 9 fois 1. Et ça me garantit que tous les restes successifs ont été éliminés et qu'il me reste juste du 120, du 23 et mon PGCD égale à 1. Je fais les comptes. Donc, tout en haut, j'ai un moins 9 fois 123 dans le membre de gauche. Et juste en dessous, j'ai un 2 fois 23. Tous les termes du membre de gauche, à part ça, ont disparu, le 5 et le 3. On a mis les coefficients pour. Et dans le membre de droite, tout en haut, on va avoir un moins 9 fois 5, 45 fois 23. Tout le reste a été éliminé, sauf le plus 1. Ce qui me donne une relation de Bézout entre 123 et 23, moins 9 fois 123, plus 47 fois 23, égale à 1. Bon, normalement, ça marche. Si on a une petite calculette sous la main, on peut vérifier. Moins 9 fois 123, plus 47 fois 23. Ça me dit moins 26. Formidable. « 9 fois 123 égale 1107 et 47 fois 23 égale 1081. Donc, il y a une erreur quelque part. Je refais le calcul pour vérifier. C'était 120. Ah oui, c'est 120, c'est pas 123. Donc forcément, ça risquait pas de marcher. Merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent dans cette histoire. Et donc, ça va aller beaucoup mieux normalement. 9 fois 120 égale 1081 et 47 fois 23 égale 1080 et 1081. Donc, c'est bon, nous sommes sauvés. On réduit modulo 120 et on obtient classe de 47 fois
classe de 23 égale à classe de 1. Donc, on a bien trouvé l'inverse de 23 modulo 120, qui est 47. Voilà comment est-ce qu'on trouve l'inverse d'un élément inversible dans la pratique. Algorithme d'Euclide étendu. Si vous avez d'autres méthodes pour trouver des entiers de Bézout à partir de vos divisions euclidiennes, utilisez-les tant que vous savez faire. Moi, j'aime bien faire comme ça. De tête, très rapidement, on retrouve des entiers de Bézout en simplifiant les restes successifs en partant de la dernière division euclidienne et en les remontant. Ça va, ça vous rappelle des souvenirs, ce genre de petits calculs, c'est bon? Vous savez faire? Sinon, il suffit de se réentraîner sur un ou deux et on sait faire. Corollaire de notre résultat sur les inversibles, une condition nécessaire et suffisante pour que Z sur NZ est une structure de corps. Z sur NZ plus fois est un corps, si et seulement si N est premier. Et ça devient, enfin, c'est extrêmement facile grâce à notre condition d'inversibilité. Il suffit d'écrire que Z sur NZ est un corps, si et seulement si. L'occasion de réviser sur les corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps? C'est un anneau commutatif qui vérifie quoi? Un corps, pas de diviseur de 0, autrement dit, tous les éléments, alors pas, non, tous les éléments sont inversibles pour fois, c'est faux, attention, sauf 0, le privé 2, c'est le l'anti-slash plutôt que le slash, mais oui. Effectivement, si et seulement si, les inversibles de Z sur NZ sont exactement ce qu'on pourrait noter Z sur NZ étoile, justement, c'est-à-dire Z sur NZ privé de classe de 0, ce qui reviendrait à dire que quel que soit K appartenant à 1, N-1, K est premier avec N, ça reviendrait à dire aussi que quel que soit K appartenant à 1, N-1, K, enfin appartenant à 2, N-1, parce que pour 1, c'est en fait trivial, K ne divise pas N. Et donc ça revient à dire que N est premier. Très facilement. Donc, on a tout intérêt à travailler dans des anneaux Z sur PZ avec P premier parce que ces anneaux sont des corps. Et le fait que ce soit des corps, ça nous permet de faire là-dedans des calculs exactement comme on fait des calculs habituellement avec des réels ou des nombres complexes, donc de façon confortable. Mis à part que c'est un corps qui ne va pas être de caractéristiques nulles, c'est-à-dire que c'est un corps dans lequel, en ajoutant des 1, on peut finir par retomber sur 0, ce qui donne des particularités quand on va manipuler des polynômes, quand on va manipuler des matrices, par exemple. K ne divise pas N. Le résultat, en tout cas, est à connaître parfaitement. Les corps, c'est ceux pour lesquels le N est un nombre premier. S'ensuit un résultat important qui permet dans la pratique, entre autres, de résoudre des systèmes de congruence, qui s'appelle le théorème chinois. Théorème chinois dont le nom viendrait de l'utilisation de ce genre de résultats par des marchands chinois de l'ancien temps, d'après la légende. Ce que dit ce théorème chinois, c'est que si on prend des entiers premiers entre eux, une congruence modulo n puis m est équivalente à une congruence modulo n fois m,
K congru à A modulo N et K congru à B modulo M est équivalent à K congru à C modulo NM, où C est une solution particulière qui, en particulier, va bien exister. On aura toujours au moins une solution et donc toutes les solutions sont données comme ça. Ça, c'est la formulation pratique du théorème chinois. Comme ça qu'on s'en sert dans la pratique. Il y a une autre formulation beaucoup plus théorique à l'aide d'un isomorphisme d'anneaux. La deuxième formulation est pour tout cas appartenant à Z. Alors oui, déjà, une notation. Le problème, c'est que là-dedans, on va manipuler des éléments de Z sur NZ, de Z sur MZ et de Z sur NMZ. Et donc, on ne peut pas les noter avec des barres qui ne permettent pas de voir dans quel anneau est-ce qu'on travaille. Donc, je décide de noter ces classes d'équivalence K modulo N, K modulo M et K modulo NM pour éviter les confusions. Et je dis premièrement que si K et L sont des entiers tels que la classe de K modulo NM égale à la classe de L modulo NM, alors nécessairement, les classes modulo N et modulo M sont égales aussi, ce qui a priori n'est pas si évident, mais n'est pas difficile à voir. Et ça permet de définir convenablement une application qui est l'application F, qui a K modulo NM associe le couple K modulo N, K modulo M. La bonne définition de cette application provient du premièrement, en fait. Il faut être sûr que les K modulo N et K modulo M ne dépendent pas du choix du représentant de la classe modulo NM qu'on se prend au départ, comme d'habitude. Et ça va donc nous permettre de résoudre des systèmes de congruence. Et je commence par donner une méthode pour résoudre ces systèmes de congruence qui va en fait correspondre à la démonstration qu'on va donner juste après. La méthode étant, pour résoudre un système de congruence de cette forme-là, alors attention, ça ne marche bien que lorsqu'on est congru à des nombres premiers entre eux, n et m premiers entre eux, sinon on ne peut pas appliquer ça, il faut se débrouiller autrement. Trouver une solution particulière au système de congruence se fait soit en testant les valeurs. Si j'arrive à trouver une solution évidente, tant mieux, j'ai ma solution particulière. Soit en trouvant des entiers de Bézout. De nouveau, on sait faire ça grâce à l'algorithme d'Euclide étendu. Si j'ai des entiers de Bézout U et V tels que NU plus MV égale à 1, alors la petite astuce qu'il convient de retenir, c'est qu'il me suffit de former un nombre en multipliant le NU par B, et le B correspondait à la congruence modulo M, et le MV par A, le A qui correspondait à la congruence modulo N. Donc, je croise finalement le B avec le N et le A avec le M. Et ça me donne directement une solution particulière, parce que si ce C, je le réduis modulo N, il va me rester juste M, V et A. Et je remarque, grâce à ma relation de Bézout ici, qu'en réduisant modulo N, MV est congru à 1. Donc, en fait, il me restera bien A. Et de la même manière, si je réduis ce C modulo M, il va me rester NUB. Et avec la même remarque sur la relation de Bézout, en réduisant modulo N, cette fois, on obtient NU congru à 1 modulo M. Et donc, il reste au final B. On a bien une solution particulière. Donc, petite astuce pratique quand j'ai à résoudre un système de congruence où N et M sont premiers entre eux, avec une relation de Bézout, je trouve une solution particulière. Et grâce à mon théorème, j'ai toutes les solutions immédiatement. Je peux aussi m'en sortir très bien sans ce théorème, et c'est sans doute ce que vous avez déjà pratiqué en première année. Vous n'aviez pas de théorème chinois, et pourtant, vous avez pu être confronté à des systèmes de congruence. Et cette deuxième méthode consiste en fait à remplacer directement par la définition des congruences et à se ramener à des équations diophantiennes qu'on sait résoudre
comme on a pu le réviser avec les polynômes au début d'année. En effet, la première congruence va s'écrire K congru à A modulo n. Ça revient à dire que K s'écrit A plus NU. Et pour la deuxième congruence, on va écrire que K s'écrit B plus MV. Et finalement, dans ce système de congruence, je vais reconnaître ici une équation diophantienne que je réécris là, NU moins MV égale B moins A. Je résous avec les méthodes habituelles, dont notamment le lemme de Gauss, cette équation diophantienne. Ça me donne N et M. Je remplace soit l'un, soit l'autre au choix et j'en déduis K directement. Donc ça permet de résoudre le système sans passer du tout par le théorème. Et ça marche très bien, on peut faire ça. Mais enfin, grâce au théorème, on gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin de résoudre l'équation diophantienne. Il suffit d'une relation de Bézout entre N et M pour avoir une solution particulière. Alors, on jettera à la prochaine séance un coup d'œil à la démonstration que je vous ai en fait mise intégralement ici et un petit exemple qui est un exo CCIMP. L'indicatrice de l'air, il n'y a quasiment rien à faire et ce sera la fin du chapitre. Donc, il nous reste une toute petite heure de cours ensemble pour terminer tout ça et à faire des exercices. Cet après-midi, on se retrouve à 14 h pour justement faire des exercices. Ou alors, je ne sais pas, ou alors on continue ça et comme ça, on ne fait plus que des exercices derrière. Bon, on verra. Et puis, donc des exercices sur le calcul diff et là-dessus. Et puis, il faut que je vous enregistre des petites vidéos puisque vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait et que je n'ai pas eu le temps de le faire. Il faut que je finisse de corriger les copies. Je vous envoie ça au fur et à mesure, comme un certain nombre d'entre vous a pu le remarquer. Et voilà, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer sur nos visios, n'hésitez pas à me le dire. Essayons d'optimiser ça. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, de toute manière, vous pouvez passer par Slack, quel que soit le thème de la question. Vous avez des questions là maintenant, peut-être? Non, pas de questions. Tout est clair. Eh bien, c'est parfait. Je vous dis, dans ce cas-là, pour les cours, on garde l'emploi du temps habituel. Alors, pour les cours, on garde l'emploi du temps habituel. Demain matin, il faut que je pose la question à M. Bayrou, est-ce qu'il veut faire quelque chose ou pas? Et sinon, ce que proposait M. Millot, c'était juste de vous prendre de 11 à 12 pour faire du SAV, répondre à vos questions. Oui, vous avez cours de français à 10h15. OK, voilà, comme ça répond à ma question. Donc, bon, je vais voir pour demain et je vous tiens au courant d'ici cet après-midi. Et puis voilà. Qui avait une question sur le calcul diff? Hugo? Allô? Oui, Allô? on vous entend. Hugo? Hugo? Oui, on vous entend. Hein. On vous entend aussi taper sur votre clavier. Bonjour. Ah, pardon. Je voulais vous demander, dans l'exercice 31 ou 32, je ne sais plus, du TD de calcul, convexité, et on dit que la définition de la convexité, c'est la même que pour les fonctions à une seule variable. Et on va avoir convexité par rapport à une variable? Non, non, non. En fait, la fonction est à valeur dans R quand même. On a une fonction qui va de U dans R. Et donc, on écrit f de 1 moins ta plus t b inférieur ou égal à 1 moins t f de a plus t f de b. Et simplement, ce qui change, c'est que, alors ce qui ne change pas, c'est que t est entre 0 et 1. Et ce qui change, c'est que a et b sont des éléments de U. U étant un ouvert de notre espace. Et ce qu'on a dû supposer, c'est que l'ouvert est convexe, ce qui veut dire que le 1 moins TU plus TB, qui décrit tout le segment AB, est bien encore dans U, ce qui nous autorise à calculer f de 1 moins TA plus TB. Simplement, voilà, on a un ouvert, par exemple, dans R2, on prend un point A,
un point B. Et comme c'est ouvert et convexe, on est sûr que tout le segment est encore dedans. Et par contre, l'inégalité a du sens parce que tout ça est dans R, donc j'ai le droit d'écrire des inégalités comme ça dans R. Et, dans ces cas-là, les propriétés, par exemple, les propriétés. On n'a aucune propriété au programme sur les fonctions convexes de plusieurs variables. Donc, vous n'avez pas à utiliser une quelconque propriété de fonction convexe. Il faut revenir au… Il y a juste cette définition et c'est tout. D'accord. Et j'avais donné une indication à, je ne sais plus qui, Axel peut-être. Il suffit de… à Thibaut. Une bonne idée, c'est de se ramener à la dérivée selon un vecteur. En fait, ce f de 1 moins ta plus tb, en l'arrangeant un petit peu, vous allez reconnaître quelque chose qui va faire penser à la dérivée selon un vecteur. Et grâce à ça, vous arriverez assez facilement à vos fins. D'accord. Merci. Je vais essayer. Axel dit, est-ce que vous avez une indication pour la question 1 du 34? Alors, qu'est-ce que c'est que le 34? Je retrouve mon TD. Calcul diff. Hein. Le 34. Ah, principe du maximum. Oui, une indication, ce serait de s'intéresser aux applications partielles. Et sur les applications partielles, vous pouvez, c'est des fonctions d'une seule variable. Donc là, vous pouvez faire des choses type développement limité à l'ordre 2 ou des choses comme ça quand on étudie les extrémums des fonctions d'une seule variable. Donc, application partielle, je fais varier que l'une des deux variables. Et puis là, j'utilise mes outils sur les fonctions d'une seule variable. Et en fait, vous allez obtenir assez facilement que les deux dérivées d'ordre 2, d2f sur dx2 et d2f sur dy2 sont négatives. Donc, le Laplacien lui-même sera négatif. Voilà. Bon, de toute manière, des exos, on en fait cet après-midi. Donc, on pourra en reparler, on pourra chercher des choses ensemble, on pourra donner des indications, etc. On s'arrête là pour ce matin. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, on fera directement sur Zoom, puisque vraisemblablement, ça marche mieux. Voilà, à tout à l'heure.